Bonjour à tous les internautes présents. Merci de nous rejoindre sur Assurance TV, le MAC des sujets liés à la transformation et à l'innovation du secteur de l'assurance. C'est le 46e direct aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions sur le hashtag Assurance TV sur Twitter. 9 invités se succéderont. À tout de suite. Du mois est consacré aux InsurTech. Nous avons dans cette société transformée, dans cette économie mondiale accélérée par sa mue digitale, par des consommateurs toujours plus digitalisés, la plateformisation s'empare de tous les secteurs de l'économie. Chaque acteur du marché doit repenser et réinventer son métier, son rapport à ses clients, à ses salariés et surtout son business model. Comment les plateformes numériques vont-elles évoluer et comment voit-elle l'avenir de l'assurance? L'avenir de l'assurance vu par les InsurTech, c'est le titre de ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir Joao Janès. Bonjour Joao. Bonjour. Vous êtes Head of Marketing de Lovis. Oui. Florent Graillot, vous êtes partenaire à Storia Vici. Bonjour Florian. Élie Goldfarb, je prononce bien, c'est ça? C'est ça. Bon, parfait. Vous êtes Country Manager d'Innsmo, une InsurTech, et puis Tanguy Touffu, vous êtes CEO de Descartes Underwriting. C'est bien ça? Bonjour messieurs, donc un sujet intéressant, la transformation de l'assurance vue par les InsurTech que par les InsurTech. Alors ma première question concerne bien évidemment la transformation du secteur de l'assurance. Effectuons un premier tour de table pour voir ce que vous en pensez. Quelles sont selon vous les raisons qui obligent les assureurs à se transformer aujourd'hui rapidement? Qui veut se lancer? Joao? Pourquoi pas. Bonjour, merci beaucoup et bonjour à tous. En fait, je crois que le changement dans l'assurance, il y a une raison qui est plus grande que l'assurance elle-même. C'est-à-dire que quand on regarde il y a quelques années, il y a 10 ans, les gens, quand on va sur Google, on a beaucoup de choix par rapport à n'importe quel service. Et aujourd'hui, il y a un mouvement social qui est un peu le contraire de cette idée. C'est-à-dire que les gens ils cherchent un côté de convenance pour tous les services et produits qui sont importants dans leur vie. Et du coup, c'est pour ça qu'on a un peu ce mouvement de l'économie de la souscription. Donc c'est le consommateur qui fait bouger les lignes, c'est ça l'idée générale? Exactement, et du coup il y a cette idée de choisir une plateforme pour chaque dimension de sa vie. Et du coup cette exigence d'une meilleure expérience cliente, c'est ce que fait l'assurance changer, et du coup tout se passe à partir des utilisateurs, des clients. Élie, votre point de vue par rapport à cette accélération de la transformation? En fait, on voit bien que ça part d'un premier levier, ça va être le comportement du consommateur. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le consommateur, il est de plus en plus... Ce que Joao vient nous expliquer, il a la pression du consommateur au quotidien, du client. Et en plus, ils vont de plus en plus consommer à la demande. Donc ça veut dire que les produits d'assurance classiques ne fonctionnent plus, qu'il faut donc en créer des nouveaux, qui vont être donc les fameux, ce dont on entend beaucoup parler, les fameux produits d'assurance à la demande, et ensuite il va y avoir la donnée. D'ailleurs, un exemple concret pour la donnée, c'est ce que va faire Tesla, c'est-à-dire que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils avaient énormément de données sur les propriétaires de leur voiture, et donc ils ont tout un tas de données comportementales, et donc au lieu d'utiliser pour leurs clients des assurances classiques, et ben en fait ils vont créer un système de scoring par rapport au comportement, et donc ça va affecter la prime d'assurance. Donc voilà, il y a deux vraiment éléments, c'est le comportement du consommateur et les données qui sont maintenant un enjeu majeur. Qui sont accessibles à tous et qui vont transformer cette mutation. Tanguy, c'est quoi votre point de vue sur... Tout à fait d'accord avec Joao et Élie. On voit bien qu'il y a un changement au niveau des consommateurs. Notamment aujourd'hui, quand on prend du recul sur l'assurance, il n'y a pas eu vraiment de transformation. Il y a eu quelques exemples, mais ça reste anecdotique. Aujourd'hui, c'est le constat? Oui, je trouve que quand on regarde les produits il y a 50 ans et les produits aujourd'hui, on a toujours une équation économique qui est compliquée. C'est-à-dire que quand vous donnez 100 à votre assureur, en général, vous récupérez 70 sous forme de paiement, de réparation. Mais il y a encore 30% de coûts frictionnels.
en plus des impôts et des taxes sur l'assurance. Ensuite, il y a une dimension de transparence. On voit aujourd'hui encore qu'il y a des contrats qui sont parfois des contrats de 5 pages, 10 pages, 15 pages, 20 pages. Encore, ça existe encore, notamment sur les grands risques. Sur les contrats particuliers, c'est un peu plus court, mais ça reste encore trop complexe, pas assez limpide. Et ensuite, il y a un vrai sujet sur quand on a un sinistre, le moment de vérité, on peut avoir parfois plusieurs mois d'attente. Et sur les grands risques, sur les grandes entreprises, c'est parfois des années qui sont en jeu. Aujourd'hui, on parlait de nouvelles attentes, instantanéité, immédiateté. On ne peut plus attendre. Ça, c'est plus possible. Les clients peuvent plus attendre, c'est ça ? Exactement, pour payer tout de suite. Quand vous avez un problème, vous voulez payer tout de suite. Après, il y a d'autres dimensions en dehors du client, notamment des dimensions économiques. Ouais. On sait aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles ces dernières années. Oui, vous êtes spécialisé sur les risques notamment climatiques. Et donc forcément, il y a une pression sur les assureurs en termes de rentabilité. Et en même temps, ils doivent dégager des marges supplémentaires pour rendre plus de valeur aux clients. Donc il y a plusieurs enjeux en même temps qui poussent les assureurs à innover. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de marge pour retraduire... Il faut en trouver. Mais effectivement, quand on prend les assureurs donc grand risque sur le segment des grandes entreprises, ils perdent tous de l'argent. Quasiment tous. Il y a très peu d'exceptions, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie. C'était le cas également en 2017, à cause notamment des cyclones aux États-Unis. Ça a été le cas des feux de forêt l'année dernière, et puis tout ce qui était cyclone japonais avec Jebi. Donc on a vraiment un secteur qui est sous pression financière, en plus de la pression des consommateurs. Donc c'est une autre raison qui pousse à innover. Dans ces cas-là, il faut vraiment avoir une logique de disruption. Alors vous, Florian, vous n'êtes pas une InsurTech, mais vous les soutenez très fortement, si j'ai bien compris. On investit dans des InsurTech. Vous investissez dans les InsurTech, dans de nombreuses InsurTech. Quel est le point de vue des InsurTech, ou votre point de vue sur cette nécessité, sur ces raisons qui poussent l'assurance à se transformer? Et ce qu'on entend, c'est assez radicalement, d'une certaine façon. Oui, exactement. C'est l'enjeu. C'est vrai que le point de vue financier, il est important et il est intéressant pour nous, investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Il y a le premier élément, c'est un marché qui est gigantesque. C'est des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé rien qu'en France, le secteur de l'assurance. Et le deuxième enjeu qui a été soulevé justement par Tanguy tout à l'heure, c'est de dire que pour être rentable sur certains produits ou sur certaines catégories de clients, en fait, il faut de la technologie. C'est l'assurance aujourd'hui un métier qui est très intermédié, mais très intermédié par des agences au coin de la rue. C'est les agrégateurs et les comparateurs en ligne, c'est environ 10% du marché seulement. Donc c'est tout petit, la partie du secteur qui est vraiment digitalisé. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, répondre aux clients, et deux, rentabiliser des clients ou des niches de produits qui ne sont pas rentables sans la technologie, et c'est évidemment ce que nous, on va chercher en tant qu'investisseurs. Vous avez des critères particuliers pour aller chercher ces InsurTech, justement, qui vont transformer le secteur de l'assurance? C'est quoi? C'est la techno qui est vraiment le cœur du modèle? Le sujet, c'est toujours la techno. Ce qu'on identifie, nous, comme risque, ou en tout cas comme opportunité, parce qu'on le tourne dans ce sens-là quand on est investisseur, l'opportunité qu'on voit, c'est justement d'investir dans des startups qui ont la technologie que les grands groupes n'ont pas, qui vont plus vite pour développer ces technologies, qui vont plus vite pour répondre aux besoins des clients et qui développent en fait des meilleurs produits. Et je ne parle pas des produits d'assurance, je parle des produits qui sont dans les mains des clients et des parcours clients, finalement, des expériences utilisateurs qui sont meilleures. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher, c'est une compétence techno et expérience utilisateur et une capacité à aller plus vite que les grands groupes. On va faire un petit point sur la transformation, si vous êtes d'accord, messieurs, sur la transformation du secteur de l'assurance, maintenant qu'on a abordé un peu les raisons pour lesquelles elle devait radicalement se transformer. Objectivement, il n'y a pas d'assureur ici sur le plateau, donc la parole est libre de circuler. Comment voyez-vous la transformation du secteur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des hésitations? Est-ce que vous voyez des freins? Ou est-ce que vraiment cette transformation est véritablement enclenchée? Tanguy, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle est clairement enclenchée. Je pense qu'on voit un sentiment d'urgence au sein de quasiment tous les assureurs. Maintenant, le chemin est long et pentu, donc il y a des gros efforts à faire. Et on voit qu'il y a encore des niches où on n'utilise pas encore les données disponibles. Donc il y a vraiment des marges de progression qui sont énormes. Par rapport aux données, je pense notamment à tout ce qui est Internet des objets, je pense aux images satellitaires, sur tout ce qui est réparation de sinistres sur des ouragans, des tremblements de terre. Donc il y a vraiment beaucoup de choses encore qui sont peu ou mal utilisé par les assureurs. Et il y aura forcément des gains énormes si on commence à l'utiliser de manière appropriée. Elie, votre point de vue en tant qu'InsurTech, alors il y a des freins, il y a des hésitations, au-delà des intentions, il y a des actions? Non, c'est pas forcément clair. En fait, l'idée, c'est de se dire que les assureurs et les InsurTech on analyse assez bien le marché, ce qui va se passer.
Donc en fait, si on regarde bien, tout le monde est plus ou moins prêt. Alors évidemment, à divers degrés, mais tout le monde est assez conscient de ce qui va se passer. Tout le monde est dans les starting blocks. Voilà. Maintenant, quid du consommateur? Le consommateur, il est pas encore là. C'est ça en fait. L'idée, c'est que les insurtech en particulier, on voit bien qu'on sait ce qui va se passer dans 2, 3, 5, 10 ans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours pas arrivé. Donc il faut vraiment... Donc c'est même pas les starting blocks, si je vous écoute bien, c'est encore en période de chauffe, quoi. On est encore à l'entraînement, non? Ouais, c'est ça, en fait. Et donc quand ça va vraiment décoller, là, il faudra être vraiment prêt et ça va être une course qui va être très rapide. Joao? Je dirais, nous chez Love, on parle toujours de 3 problématiques qui sont hyper importantes. L'achat, dont on a déjà parlé, les sinistres, et après aussi la gestion des contrats, parce que chaque foyer en France a entre 3 parcours clés clients de l'assuré. Exactement. Mais du coup, il y a 2 idées de Florian qui sont très intéressantes. Un, c'est, en fait, les insurtech ont un énorme avantage dans l'expérience client, dans l'achat sinistre et aussi gestion des contrats. Et aussi une agilité qui est hyper importante dans la création, mais pas juste dans la création, dans l'intégration de ces technologies dans les produits. Je crois que la technologie, elle n'a pas le but final. C'est-à-dire que le but final, c'est l'expérience client, et la technologie doit être au service. C'est un moyen, exactement, au service de l'expérience client. Et ça, c'est un avantage des insurtech, c'est la création des produits à partir du client et pas à partir de la technologie ou pas à partir du risque. Mais du coup, je dirais qu'il va y avoir un changement de la chaîne de valeur qui est hyper importante. On travaille avec des assureurs classiques, ils sont partis de notre projet, on travaille avec 8 aujourd'hui. Oui, vous êtes juste spécialisé sur, pour l'instant en tout cas, sur l'assurance habitation, c'est ça? On a habitation, smartphone, et on va lancer auto et voyage cette année. Donc vous côtoyez en permanence des assureurs? Exactement, et du coup, je dirais qu'il y a plutôt un changement dans la chaîne de valeur de l'assurance. Et elle est prête à cette transformation de la chaîne de valeur ou pas? Je dirais que les assureurs, je crois qu'ils sont prêts. Après, on dit, je suis pas français, du coup j'ai un peu une vision externe, c'est intéressant. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Normalement, on dit qu'en France, il n'y a pas une évolution, une révolution, mais c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent en même temps. Les lois, même l'investissement, le niveau d'investissement, l'écosystème insurtech, les consommateurs qui sont de plus en plus dispo à tester de nouveaux produits et des solutions d'assurance plus modernes. Et du coup, je crois que c'est un moment important en France pour cette industrie. Florian, les insurtech que vous soutenez financièrement, quel est leur point de vue par rapport effectivement à leur relation avec les assureurs? Est-ce qu'il y a encore des hésitations, des freins? Est-ce qu'on est encore à faire des POC, refaire des POC sans arrêt? Ou est-ce que vous pensez différemment? On a un peu passé cette mode, heureusement, des POC qui débouchaient sur rien, et où on était un peu dans le cochage de cases. Mais je dirais qu'il y a quand même un petit moment d'hésitation sur le marché. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, beaucoup d'initiatives qui ont été lancées, beaucoup d'investissements qui ont été faits dans des startups, avec des résultats pour les grands groupes, je veux dire, qui sont pas forcément évidents, ou en tout cas dont le ROI est pas évident. Et du coup, d'un point de vue purement financier, la question peut se poser de stop ou encore. Ça, c'est un peu le constat. Cette question c'est ce qu'on entend, nous, quand on discute avec tous les assureurs aujourd'hui. Ils se demandent, quelle est la meilleure manière d'avancer. Et en fait, nous, on identifie un peu deux freins en interne, au-delà des investissements, au-delà des organisations, etc. Le premier, c'est, je dirais, parfois la confusion entre l'innovation et l'IT, où effectivement, il y a quand même des budgets gigantesques qui sont dégagés chaque année pour faire tourner les systèmes informatiques des assureurs, et ça marche. Donc je ne vais pas dire que c'est un exploit, mais c'est quand même un travail de tous les instants et qui demande beaucoup d'argent. C'est pas de l'innovation, c'est de l'opérationnel. Et donc il faut bien distinguer les deux, et parfois il y a confusion entre les deux. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui est juste technique, c'est le temps pour développer une start-up. Une start-up, pour la développer, ça prend 5 à 10 ans. Tous les 2-3 ans, les employés des assureurs changent de poste. Donc en gros, il y a une sorte de non-adéquation exactement permanente. Donc la start-up qui est là pendant 5 à 10 ans, qui a un interlocuteur, tout d'un coup, son interlocuteur a changé parce qu'il a changé de poste en interne. Et je passe évidemment sur les enjeux du grand groupe, où la carrière personnelle peut passer et peut encourager à ne pas prendre de risques. Or, travailler avec une start-up, c'est risqué, ça ne peut pas marcher, mais si on ne prend pas de risque, on n'innove pas.
Alors Tanguy, vous représentez votre start-up aujourd'hui, mais vous avez un passé d'assureur également. Vous étiez chez AXA, c'est ça? J'ai passé 8 ans chez AXA. Vous voulez rebondir par rapport à ce qui était dit sur cette... Je pense qu'il faut surtout pas opposer les deux mondes. Oui, effectivement, c'est clair. Des pas le but, situations gagnantes-gagnantes, et je travaille avec 7 assureurs et assureurs mondiaux. Donc clairement, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Je pense qu'on peut quand même trouver des choses dans les startups que les grands groupes auront du mal à imiter, une certaine souplesse, une combativité aussi. C'est-à-dire que quand on a une startup, clairement, il faut falloir trouver de l'argent pour payer les salaires et pour se développer, et on peut pas se permettre un échec. Donc il y a vraiment une combativité, un esprit assez différent au sein des startups. Et après, il y a beaucoup de fluidité dans les processus, notamment j'ai des collaborateurs qui travaillent sur Linux aujourd'hui. Je sais que dans d'autres groupes, ce serait compliqué d'utiliser Linux ou d'utiliser d'autres technologies. Donc il y a quand même une flexibilité incroyable dans les startups qui n'existe pas dans les grands groupes. Mais je n'opposerai jamais les deux, puisque je pense que c'est pas le but, clairement un modèle gagnant. Ouais. C'est de voir si ça accélère aussi vite que je pense que les alliances sont gagnantes. Après, il faut trouver les bons schémas, les modèles hybrides, mais clairement, je pense que ça va dans la bonne direction. Joao, Elie, tout à l'heure, a parlé de la dimension européenne. Vous avez une start-up qui est européenne, hein, on peut le dire. Je crois que vous travaillez dans combien de pays en Europe? On est disponible dans tous les pays. Dans tous les pays, donc le but, c'est pas de faire un palmarès des meilleurs assureurs dans les pays européens. C'est pas le sujet, mais par rapport à votre vision européenne, on a la chance de vous avoir sur le plateau également. Comment placez-vous la France par rapport à sa capacité à se transformer? Elle est en pointe? Elle est dans le peloton de tête? Non, en fait, quand on va dire une start-up, on a très vite en fait la tentation d'aller sur le marché français, parce que le marché français, c'est 64 millions d'habitants, c'est un PIB par habitant qui est environ à $47 000. C'est très tentant. Mais c'est un marché qui est très coûteux, qui est très long à défricher, qui a plein d'obstacles. Est-ce que c'est la bonne méthode? Nous, on n'en est pas sûr. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'en revanche, il y a d'autres régions en Europe, par exemple les Nordiques, où en fait il y a tous les ingrédients pour créer une sorte de POC, mais version européenne, version une vraie quoi, hein, sur le terrain. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on prend les 3 pays principaux nordiques, Norvège, Suède et Finlande, on se rend compte que c'est des pays qui sont assez petits, hein, environ 5 millions d'habitants. On se rend compte qu'ils ont un PIB par habitant qui est équivalent, voire supérieur à celui de la France. On voit que ce sont des pays extrêmement digitalisés où les habitants, les consommateurs sont en général un point d'avance, et surtout ils ont cette réputation d'être en fait d'être en avance sur tous les autres, d'avoir un peu cette vision ou d'être ce moteur en fait de l'innovation. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu dans l'automobile, il suffit d'aller en Norvège, à Oslo, il n'y a que des voitures électriques. Donc on voit bien que c'est là-bas où il y a la voiture du futur. Donc en fait, si vous arrivez... L'assurance du futur, elle est là-bas aussi? L'assurance du futur, elle est peut-être là-bas. En tout cas, pour expérimenter, c'est parfait, c'est assez petit, ça permet justement de ne pas avoir trop de freins. Et si vous êtes capable de réussir là-bas, alors ça veut dire que vous êtes capable de potentiellement de scaler à peu près partout. Et là, pour les assureurs, si vous avez des assureurs derrière vous, pour les investisseurs, c'est très rassurant. C'est-à-dire que vous avez une preuve de concept qui fonctionne. Et ça, c'est quand même... Donc on se trouve où? On se trouve dans la bonne moyenne, on est bien par rapport à votre expérience, hein. Ce n'est que la vôtre. Mais en France, c'est plus compliqué, comme je l'ai dit au départ. C'est beaucoup c'est une façon de dire que c'est difficile et un peu long, non? C'est difficile, c'est long et c'est coûteux. En fait, c'est ça l'histoire, c'est que c'est très coûteux. Donc, c'est que le marché intérieur fait en sorte que la transformation est coûteuse. Si on nous dit, si on dit aux investisseurs, voilà, il faut mettre 20 millions, mais en fait, on ne sait pas si ça va fonctionner, versus si on leur dit, il faut mettre 1 million. Bon, pourquoi pas? Ça les calculs quand même. Et... Un complément, Florian, peut-être? Oui, je dirais, nous chez Astoria, justement, on investit partout en Europe et on a eu la chance d'échanger avec à peu près tous les assureurs à travers l'Europe. Et ce qu'on voit, et c'est intéressant parce que ça va à l'encontre de ce que tu disais, c'est que justement la France, en tout cas les corporates français, sont plutôt en avance. Déjà, en fait, le marché français, c'est un très gros marché mondial. Hein. On a la chance d'avoir un leader mondial avec AXA. Et puis, on a tout cet écosystème aussi de mutuelles autour de Niort qui est quand même très puissant en France. Donc,
Donc on a quand même cet écosystème est performant et donc on a ces acteurs-là qui sont présents. Donc c'est aussi beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup d'employés et un maillage territorial important. Et après, je dirais qu'en termes d'outils, en fait, on voit que les assureurs français sont quand même bien équipés. Ils ont tous un startup studio, une équipe d'innovation, des fonds pour investir en direct ou en indirect. Et ça, on le voit moins, même dans des pays qu'on pourrait imaginer aussi avancés, genre l'Allemagne et l'Angleterre, c'est moins structuré, moins évident. Donc en fait, les corporates sont bien équipés. Après, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, le temps pour implémenter avec un corporate, mais ça, la réalité, et on le mesure avec les startups qu'on accompagne, nous, les chiffres sont à peu près pareils dans tous les pays. Ça reste long de travailler avec un corporate, qu'on soit en France, qu'on soit en Allemagne. Qui est peut-être un cas particulier. Oui, pour les licences plutôt bancaires qu'autre chose d'ailleurs. Bon, compléter les propos de Florian, où clairement on voit qu'il y a un écosystème French Tech qui est assez puissant, qui s'entraide, et puis on a des mesures fiscales aussi qui aident à recruter des chercheurs, des doctorants. Donc on a aussi, au-delà des entreprises, un système public qui est très moteur. Je crois que tout le monde le concède. Enfin, j'ai le sentiment qu'effectivement tout le monde le concède. Cela dit, certains experts nous disent on est un peu dans un trou d'air quand même. On ne voit pas vraiment émerger. On l'évoquait tout à l'heure. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On ne voit pas vraiment émerger de vraies transformations. Alors on est peut-être un peu trop impatient de voir notre industrie s'accélérer. Mais alors les causes peuvent être multiples, bien sûr. La course à la taille, les rapprochements, l'hyper-réglementation, les outils informatiques un peu désuets, pour ne pas dire autre chose. Parfois une collaboration compliquée peut-être avec les startups. Il y a peut-être des inconcordances de fonctionnement, de temps qui peuvent être un peu préjudiciables, vous allez nous le dire ou pas. Est-ce que vous partagez ce point de vue des experts qui est de dire on est un peu dans un trou d'air en ce moment, on a envie de se transformer, il n'y a pas de doute là-dessus, on a un environnement autour de nous qui nous permet de nous transformer, on a des investissements, il y a de l'argent, mais par contre ça semble être un peu bloqué, quoi. Vous partagez ce point de vue ou pas, Tanguy? Alors pas vraiment, pour moi il n'y a pas vraiment de trou d'air. Clairement il y a parfois de l'impatience, ça c'est vrai, et on a parfois sous-estimé les complexités, les lenteurs, l'argent nécessaire pour lancer de grands chantiers d'innovation, notamment au niveau de l'IT. Il faut être patient, attendre parfois 3 ans, 5 ans. Florian l'a mentionné, créer une start-up ça prend 5 à 10 ans. Entre-temps il y a une pression aussi des marchés financiers pour une rentabilité immédiate. Le consommateur, lui, il attend pas, excusez-moi Tanguy, mais il attend pas ces 3 à 5 ans, lui, quand il veut commander tout de suite quelque chose, il a envie que ça fonctionne maintenant, quoi. Oui. Pas dans 5 ans, quoi. Oui. Non, parfois effectivement il faut, quand on lance une grande innovation sur un produit, dans le passé j'en ai lancé, il faut parfois 2 ans pour bâtir un produit, par exemple sur une technologie contre-intelligence, smart contract, et évidemment on va avoir une version dégradée au démarrage. Mais clairement je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été lancées, il y a eu un petit peu de buzz, un peu d'excitation sur des annonces de la communication, mais il y a une tendance, une lame de fond qui est puissante et qui fait qu'on aura dans 2, 3, 5 ans de vraies améliorations dans le secteur de l'assurance. Il n'y a pas de désillusion en ce moment, Florian, là-dessus, sur ce sujet-là? Je dirais que par rapport à la première, pour nous, on distingue un peu 3 vagues. On serait dans la 3e vague, c'est ça. Il y a eu la période d'euphorie avec il y a 4-5 ans quand l'InsurTech, et en tout cas le mot a été créé, il fallait chercher le Uber de l'assurance. Bon, évidemment, on l'attend toujours, le Uber de l'assurance. Donc forcément, il y a un peu de désillusion aujourd'hui. Et en fait, le sujet, pour moi, il est vraiment lié à la technologie. C'est-à-dire qu'une technologie, pour transformer radicalement son marché, c'est pas juste pour l'améliorer, mais pour le transformer radicalement, c'est la fameuse courbe exponentielle. Uber, s'est pas réveillé un matin en ayant tout d'un coup plein de clients. C'est pas ça. Ça a pris du temps et tout d'un coup, effectivement, Uber a repensé totalement l'industrie du taxi. Amazon, de la même manière, ça a pris du temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, évidemment, si on regarde les chiffres des InsurTech, on peut dire c'est tout petit. Le sujet, c'est qu'il y a un moment où cette lame de fond dont tu parles, Tanguy, elle va s'exprimer. Donc l'enjeu, et qui est un peu l'enjeu des assureurs aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on se donne justement un petit peu de temps, parce qu'effectivement ça va arriver. Et sur un parallèle, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est Facebook qui lance sa crypto-monnaie. C'est exactement ça. Voilà, pendant des années, on a rigolé en disant oui, ça touche personne, c'est un petit truc de geek dans un coin. Bon là, voilà, ils ont des milliards d'utilisateurs, ils vont le lancer. Donc maintenant, peut-être qu'on va pouvoir prendre au sérieux. Et donc du coup, c'est ce basculement-là qui va faire peut-être que sur ce sujet-là, ça va s'enclencher. Et donc il y a un moment, quel est ce moment-là? C'est le sujet. Et nous, investisseurs, notre job, c'est de prendre le risque
d'accompagner jusqu'au point d'inflexion où effectivement il y a, je dirais, un vrai impact de la part des insurtech sur le monde de l'assurance. Donc apparemment, on a un marché quand même conséquent, hein. On l'a vu tout à l'heure, on a la technologie, on a des gens brillantissimes, on a des grosses compagnies d'assurance. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'attractivité, de talent au sein de notre industrie pour vraiment peut-être donner cette impulsion dont nous avons peut-être besoin? C'est une question, hein, messieurs. Joao, par exemple. Est-ce qu'on arrive à attirer les talents? Question. En fait, j'ai la perspective d'une insurtech. Aujourd'hui, c'est super intéressant. Nous, chez Loviz, on a un mélange de talents. Hein. On a des experts, des vrais experts en assurance. Notre CEO, il a créé le premier site comparateur en Amérique du Sud, par exemple. Il y en a d'autres personnes qui ont une très bonne expérience en assurance. Mais on a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout le secteur et qui ont une vision beaucoup plus consommateur. Ça, c'est un avantage. Et je dirais que c'est une obligation des insurtech. Si on veut avoir une perspective customer-centric, c'est hyper important d'avoir aussi une diversité assez complète de talents. Et bon, du coup, je crois que c'est un avantage compétitif, disons, des insurtech aujourd'hui dans ce secteur en termes d'attractivité de talents. Est-ce que l'assurance peut attirer des talents au-delà des startups dans leurs entreprises à elles? Tanguy ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement un petit défaut d'attractivité. Clairement, on voit que dans le secteur de l'assurance, on doit se battre contre des Google, des Amazon, des Facebook, des Apple pour attirer les meilleurs ingénieurs. On sait que l'assurance repose sur des données, sur le traitement des données, sur des actuaires. Donc il y a un vrai travail pour réussir à attirer plus de profils haut niveau. Alors moi, je suis une start-up et donc une quinzaine de personnes. J'ai la chance de travailler sur les sujets d'intelligence artificielle, de reconnaissance d'image, qui est un sujet relativement glamour. Donc j'arrive à attirer la crème de la crème. Mais il faut qu'on continue à se battre pour que le secteur de l'assurance puisse bénéficier de ses meilleurs cerveaux, puisque on est vraiment en concurrence avec beaucoup d'acteurs. Qui veut rebondir sur cette attractivité nécessaire à une industrie pour pouvoir se transformer rapidement? Est-ce qu'on a un déficit de talent au sein du secteur de l'assurance? Je ne parle pas côté insurtech, mais côté assureur. C'est ce que j'allais dire. C'est là où je vois un avantage pour les insurtech, c'est quand même elles sont plus attractives que les grands groupes. Mais ça, c'est un peu la chaîne. En gros, tu disais que tu avais un challenge parce que tu compétitais face à Google, Facebook. C'est un peu ce qu'on voit. En gros, les meilleurs, ils vont chez Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Ensuite, ils vont dans les meilleurs insurtech. Et ensuite, enfin, ils vont dans les grands groupes. C'est un peu ça, malheureusement, la hiérarchie du marché. Et finalement, c'est là où on voit que les insurtech peuvent être utiles aussi aux grands groupes. On parlait de partenariat tout à l'heure, parce qu'elles sont plus attractives. Donc, quand il s'agit d'attirer les bons talents sur la donnée, par exemple, c'est plus facile pour une start-up que pour un grand groupe. Et donc là, il y a quand même un enjeu important. Et il y a certaines start-up, et c'est aussi pour ça qu'on voit parler et on voit passer des levées de fonds très importantes. C'est aussi pour avoir cette capacité à attirer des profils qui ont un coût. Voilà, donc ça sert à payer des gens. Élie, une réaction par rapport à cette nécessité d'attirer des talents dans cette industrie? Bien sûr, c'est comme dans toute industrie, hein, la partie facteur humain est très important et comme Florian l'a bien dit, c'est-à-dire que c'est une course à l'argent, hein, finalement aussi. C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez attirer les meilleurs profils, il faut avoir énormément de fonds. Par rapport à d'autres pays européens, il n'y a pas... Non, je pense que c'est pareil. Ouais, c'est à peu près pareil partout. Après, voilà, il y a peut-être la ville éventuellement qui va faire la différence. Si vous êtes plutôt basé à Londres, Paris, Berlin, ça va faire une petite différence, mais oui, le problème, il est là, c'est un énorme... Et ces assureurs qui créent leur start-up un peu in-house chez eux, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que vous avez un avis un peu spécifique là-dessus. Non, ça c'est très intéressant. Mais déjà, il y a dans les insurtech, il y a deux types, j'ai envie de dire, d'insurtech. Il y a celles qui vont faire de la product factory, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, vont essayer de devenir une nouvelle compagnie d'assurance et de créer leurs propres produits, parce qu'elles détectent sur le marché qu'il y a un besoin spécifique qui n'existe pas, ou alors pour diverses raisons. Et après, il y a les insurtech qui vont, elles, s'appuyer sur les assureurs et donc qui vont utiliser en fait finalement les produits existants, éventuellement les influençant un peu en les modifiant, pour que ce soit... Et celles qui sont créées par les grands groupes, en fait, elles sont meilleures ou pas? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment créé in-house, c'est des spin-offs. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont financées par des grands groupes, mais elles opèrent comme des startups. Et elles bénéficient... Et ça, c'est bien ou pas? C'est pas mal parce qu'elles peuvent bénéficier du réseau de ces grands groupes, de la liberté d'une start-up, de l'agilité, de la rapidité, plutôt que d'être dans un grand groupe et d'être face à des décisions, des processus décisionnaires qui sont longs, etc. Tout ce qu'on connaît en termes de
rigidité d'un grand groupe. Voilà. Ok. Il nous reste encore 10 petites minutes pour conclure. La thématique, je vous rappelle, était liée effectivement comment vous voyez-vous InsurTech, l'assurance de demain. Donc on va passer ces 10 dernières minutes. Vous allez passer ces dernières minutes à imaginer cette assurance de demain. Alors, Joao, on commence par vous. Comment vous voyez l'assurance de demain avec votre vision d'InsurTech et pas votre vision assureur, une vision assureur, une vision InsurTech. Du coup, en termes de chaîne valeur, on a déjà l'opportunité d'en discuter. La chaîne valeur, elle va changer énormément. Je vois différents acteurs, les acteurs plus classiques dans la partie comme porteur de risque. Mais après, la partie de création de nouveaux produits et tout ce qui est interface avec les clients, ça va être changé et ça va être lidéré par des nouveaux acteurs. Et en termes d'expérience client, j'y crois beaucoup à une intégration des produits d'assurance. Chaque foyer français a entre 4 et 5 contrats d'assurance. C'est énorme, c'est très complexe. On ne sait jamais ce qui est couvert, à combien, c'est quoi le montant de couverture, comment je peux activer. Et du coup, j'y crois beaucoup à un concept d'intégration des produits d'assurance. L'assurance est incluse, j'ai pas bien compris. Oui, du coup, c'est-à-dire que j'y crois beaucoup dans des interfaces c'est-à-dire qu'il y a une seule plateforme pour gérer toutes vos assurances. D'accord. D'une forme beaucoup plus agile et intégrée. Et après, troisième facteur, c'est plutôt aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est l'assurance exponentielle, c'est-à-dire le fait qu'une assurance peut aussi donner des services complémentaires autres que l'assurance. Exactement, qui sont liés aux produits assurés ou protégés, mais qui ne sont pas forcément qu'une protection d'un certain produit. D'accord, donc vous voyez plus des évolutions liées aux offres, si j'ai bien compris, et à l'expérience client. Ouais, exactement. Disons qu'après, bien sûr, il y a le côté technologique. J'y crois beaucoup, par exemple, à l'assurance à l'usage. J'y crois pas qu'en tant que client a besoin d'activer activement une assurance parce que c'est pas naturel. L'assurance à la demande, je crois que ça fait un peu l'actualité aujourd'hui. Exactement, mais si on parle d'un système où le client il a vraiment pas besoin de rien faire, mais tout se passe automatiquement et c'est vraiment lié à l'usage et à la forme dont on a d'utiliser un certain bien, ça c'est différent et je crois que c'est le modèle du futur pour la plupart des biens. Élie, votre vision de l'assurance de demain? Moi j'aime bien le côté charity de Lemonade avec essayer de remettre un peu de dimension sociétale dans le produit d'assurance plutôt que de se dire que on fait de l'argent pour faire de l'argent. Alors, évidemment le but c'est quand même de faire de l'argent, on va pas se mentir, mais voilà, d'intégrer un peu cette Vous pensez que c'est pas le cas aujourd'hui? Je connais pas d'autres modèles par rapport à celui que fait Lemonade, aussi clair, aussi transparent que ça. Moi je pense qu'aussi on pourrait très bien imaginer la même chose mais plutôt côté environnement, voilà, on peut mais vraiment chercher donc en fait une autre large. Voilà exactement, remettre peut-être l'assurance dans un rôle sociétal pour essayer ce qu'elle a déjà un petit peu d'une certaine façon quand même, non? Mais qu'elle pourrait, selon vous, peut-être plus optimiser. Il y a quand même, si on prend en tout cas en France, mais dans d'autres pays aussi, il y a un problème d'image de l'assureur. Aujourd'hui, les gens, on entend pas mal de consommateurs qui sont méfiants vis-à-vis de l'assurance. Donc il faut vraiment redonner confiance, et redonner confiance, ça passe par trouver des nouveaux modèles éventuellement sur... alors c'est pas forcément que donner à des associations, etc. Ça peut être promouvoir d'autres causes, voilà. Mais ça peut passer par là, ouais. Tanguy, votre vision très utopique de l'assurance à long terme. C'est un petit peu réaliste quand même. Où je vois une sorte de main invisible qui va réparer, qui va protéger, qui va conseiller. Un ange gardien un petit peu, d'une certaine façon. Une sorte d'ange gardien, on serait même plus conscient du fait qu'on est assuré. C'est-à-dire que dès qu'on a un sinistre, on lance la procédure de réparation, on a déjà le choix sur comment ça va être réparé. Une dimension de prévention qui me paraît être essentielle. Si on peut évidemment anticiper les sinistres et les faire disparaître, ce sera encore mieux. Donc je vois vraiment une assurance qui va faire disparaître tous les points de douleur, pour utiliser une expression anglaise, les pain points, et qui va vraiment avoir un rôle de protection, de réduire les problèmes dans pas mal de secteurs.
D'accord. On va revenir un petit peu après. Florian, votre point de vue là-dessus, votre vision de... Ouais, la vision, nous, ce qu'on fait et ce qu'on regarde, ou en tout cas c'est notre thèse d'investissement, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, il y a 3 avantages concurrentiels forts pour les assureurs. Le premier, c'est qu'ils ont des millions de clients. Et ça, pour les insurtech, pour recréer des bases clients de millions de clients, ça coûte un peu d'argent. Donc c'est un avantage concurrentiel. En revanche, et ça rejoint un petit peu ta conception tout à l'heure de plateforme, il y a aussi des plateformes segmentées qui ont des millions de clients, qui ont beaucoup de données sur leurs clients et qui ont des points de contact très réguliers avec leurs clients. Un exemple, Blablacar dans l'assurance auto pourrait être un distributeur naturel de l'assurance auto ayant une connaissance très fine de ses clients. Le deuxième pilier et la deuxième force qui est mise en danger, je dirais, par l'extérieur pour les assureurs, c'est cette capacité à dimensionner et pricer le risque. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec les actuaires, etc. Aujourd'hui, il y a des nouvelles sources de données et il y a aussi un shift assez important grâce à l'intelligence artificielle, aux algorithmes de machine learning, etc. On peut, avec des données live, faire aussi bien, voire mieux qu'avec des données historiques. Donc cette capacité, je dirais... On va pas se faire des copains. Voilà. Oui, mais c'est la réalité. Ils le savent tous. Ils développent tous des data labs. Hein. C'est ça que ça veut dire, un data lab. Hein. Et du coup, pour l'instant, est-ce que les données comportementales agrègent les éléments de tarification des produits d'assurance ? Pour l'instant, non. Et puis la réglementation empêche aussi de faire de la personnalisation, etc. Mais c'est quand même une tendance qu'on voit émerger. Et l'assurance, par exemple, paramétrique dans le climat, c'est rien d'autre que ça. C'est des startups aujourd'hui peuvent développer des produits là où c'était difficile, voire impossible hier, parce qu'il y a des nouveaux sets de données. Et le troisième pilier, qui est le portage du risque en lui-même, ça, on a envie de dire, ça va rester le cœur du sujet. C'est d'ici à ce qu'une insurtech ou un acteur ait des bilans suffisamment importants pour encaisser le risque lié au climat ou à des grands risques, c'est pas tout de suite. Bref, on imagine le futur, si on tire le trait de l'assurance, comme un pur financier porteur de risque. Et d'ailleurs, les dernières actualités entre Covéa et Score nous laissent penser que cette thèse d'investissement est peut-être pas totalement idiote. Donc l'assureur ne serait que porteur de risque et déléguerait la distribution et la relation client. Exactement. C'est ça votre scénario ? C'est ça le scénario. Il y en a d'autres ou pas, des scénarios ? Je ne suis pas complètement d'accord. Pour une fois, avec Florian, je pense qu'il y a effectivement une financiarisation, mais ce n'est pas forcément les assureurs qui vont porter le risque. Ce serait plutôt des marchés financiers. Aujourd'hui, on parle des fonds ILS, notamment, les Insurance Linked Securities, où c'est des gestionnaires d'actifs qui placent de l'argent sur le secteur de l'assurance. Et aujourd'hui, qu'on prend la réassurance des catastrophes naturelles, on voit qu'on a 25% du marché qui est lié au marché financier et pas aux réassureurs. Donc il y a un nouvel acteur qu'on va appeler ILS, donc Insurance Linked Securities, qui a pris 25% du marché en à peu près 10 ans. Donc je suis d'accord, mais les assureurs, à mon avis, vont plutôt rester sur la partie produit, sur la partie innovation, et la partie financière va être renvoyée au marché financier. Et la partie distrib, alors c'est vous qui allez l'assurer ? Oui. Non, tout à fait. C'est pour ça que je dis que je vois l'InsurTech comme le nouveau interface client, et bien sûr lié à la capacité de bien distribuer les produits aussi. Parce que cette simplicité dont vous parliez au début, Tanguy, aujourd'hui, elle est pas en marche, hein, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a des améliorations, personne ne le conteste. Oui. Les 5 ou 7 pages que vous évoquiez spontanément, c'est toujours le cas, alors que généralement, on aime bien que ça soit géré en 2-3 clics. Oui, il y a quand même une vraie tendance. Moi, je suis contraint de payer en général en moins de 5 jours. Par rapport à mes grands clients corporate, autrement j'ai des pénalités, donc il y a vraiment des contraintes fortes. Et après il y a quand même des smart contracts, des contrats intelligents qui existent, qui font qu'on peut déclencher un paiement en 90 secondes. Mais effectivement c'est pour l'instant une toute petite partie du secteur de l'assurance, mais les clients sont parfois prêts à payer plus pour avoir de la transparence et être payés tout de suite, qu'attendre des mois et des mois, d'envoyer des avocats. Je pense qu'il y a une vraie tendance de fond qui a commencé et qui ne s'arrêtera pas. Élie, j'ai envie de vous poser quand même une question sur la relation entre les assureurs et les insurtech. Est-ce que c'est pas là un peu la clé de l'accélération de la transformation et de la mutation du secteur de l'assurance ? Est-ce qu'elles ne doivent pas travailler mieux ensemble ? C'est une question, sans parti pris. Ou est-ce que tout se passe bien aujourd'hui et que vous évoquiez l'époque tout à l'heure qui était de façon un petit peu ironique. Est-ce que c'est pas là une des clés de la transformation de l'assurance de demain, cette relation insurtech-assureur ? Non, mais je crois que les assureurs ont bien compris qu'avec leur... et je crois que c'est Florian qui en parlait, le budget IT d'un assureur, c'est colossal. Ils se rendent compte que pour faire de l'innovation, l'insurtech, c'est génial.
Mais l'InsurTech, elle a des systèmes informatiques qui sont différents. Elle a le cloud, etc. L'assureur classique, il n'a pas. C'est compliqué. Donc ils peuvent pas vraiment. L'InsurTech a vraiment énormément de mal à communiquer, à s'intégrer dans le système informatique de l'assureur. Et donc l'assureur a tout intérêt à être vraiment partenaire de l'InsurTech plutôt que de se faire concurrence, etc. Ça existe encore, cette concurrence? Toujours. Ouais. Toujours, bien sûr. Allez, qui a le mot de la fin sur l'assurance de demain, Florian, parce que vous venez d'évoquer sur l'assureur de porteur de risque et une délégation quasiment complète de la distribution. C'est ça, c'est en fait l'InsurTech comme outil au service des assureurs pour rester dans la prochaine génération d'assurance. C'est comme ça qu'on le voit, et je pense qu'autour de la table, c'est l'exemple qu'on a à travers ces 3 startups. C'est vraiment la technologie comme un outil, donc l'InsurTech comme un outil pour les assureurs. Dernière, Joao. Oui, pour moi, le dernier mot, c'est qu'il y a une partie qui va gagner toujours, c'est le client. Et bon, c'est une bonne nouvelle. Il va gagner le client, il va finir par gagner avec toutes ces transformations. Exactement, tout à fait. C'était le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis sur Assurance TV. Joao, Tanguy, Florian, Elie, merci d'avoir participé à ce débat.